Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Une grande conférence économique et sociale se tiendra au printemps pour conclure ce fameux pacte de responsabilité avec les entreprises. C'est ce qu'a déclaré ce mardi François Hollande lors de ses vœux aux acteurs économiques. Alors, 4 chantiers vont être ouverts: la diminution des prélèvements pesant sur le travail, la fiscalité des entreprises, la simplification et les contreparties demandées aux entreprises. Alors, les patrons vont-ils jouer le jeu en échange d'une baisse des charges? Combien d'emplois en contrepartie? Est-ce la solution pour inverser la courbe du chômage? Et assiste-t-on aujourd'hui à un grand tournant dans la présidence de François Hollande? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec vous, Laurent Grandguillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la Côte d'Or, conseiller municipal de Dijon. Vous êtes socialiste. Jacob Hessler, bonsoir. Vous êtes président et cofondateur de Tiniclus, qui est une start-up qui est spécialisée dans le développement et l'industrialisation de logiciels. Alors vous, votre parcours est intéressant puisque votre entreprise est en France, mais vous êtes allemand, donc vous connaissez très bien le système allemand. Benjamin Coria, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Paris 13, co-président du collectif des économistes atterrés et coordinateur du dernier ouvrage, des économistes atterrés, Changer l'Europe, et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Jean-Paul Betbès, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Betbès Conseil, ancien chef économiste au Crédit Agricole et auteur de Si ça nous arrivait demain, et c'est aux éditions Plomb. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite François Hollande. C'était donc ce mardi le président qui adressait ses vœux aux acteurs économiques. Le pacte de responsabilité, c'est un grand compromis social. D'un côté, la baisse des charges et la simplification des normes. De l'autre côté, des engagements pour l'emploi et le dialogue social. Alors ces 4 chantiers, je les reprends. Le premier, c'est la diminution des prélèvements pesant sur le travail. Le deuxième chantier, c'est la fiscalité des entreprises. Le troisième chantier, c'est celui de la simplification. Le quatrième chantier du pacte, ce sont les contreparties. Alors avant de donner la parole aux politiques, je voudrais quand même donner la parole aux chefs d'entreprise parce que finalement vous êtes le premier concerné. Est-ce que vous êtes satisfait de ces annonces? Et vous vous dites enfin on nous traite bien après nous avoir un peu marché sur les pieds. Voilà qu'on est bien traité, qu'on a compris qu'on créait de l'emploi en France. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez les choses? Je pense qu'il faut distinguer entre comment nous, en tant qu'entreprise de la high-tech, on ne se sent pas particulièrement maltraités là dans le passé, mais on a des privilèges, notamment en tant que jeune entreprise innovante, on paye des charges bien moindres que des entreprises entre guillemets normales, et on a beaucoup d'aides. L'État a démontré depuis assez longtemps son intérêt à promouvoir des gens comme nous. Après, en tant que secteur privé et entreprise, je pense que il y a le message le plus important pour moi qui sort, c'est que l'entreprise tourne au cœur de la société et ça devient quelque chose qui, à la limite, ça peut faire du bien et ça peut faire du mal. Ce n'est plus une question de quelle appartenance politique on est, de dire l'entreprise est mal. Elle est un vecteur qui peut changer les choses. Et c'est ça, pour moi, la chose la plus importante. Après, donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Alors on a cette réaction de Margaret, elle est chef d'entreprise et elle nous dit sur Twitter que le pacte de responsabilité en qualité de chef d'entreprise, je ne sais pas si je pourrais jouer le jeu. Alors on va en parler dans un instant, mais tout d'abord Laurent Grandguillaume, est-ce qu'on peut dire que François Hollande a compris finalement que rien ne se ferait sans les patrons, qu'en tout cas on ne pourrait pas remettre l'économie sur pied sans les patrons? Je crois qu'il y a une continuité par rapport à ce qui a déjà été engagé avec le pacte de compétitivité, puisqu'on agit sur plusieurs axes. D'abord, simplifier la vie des entreprises avec le choc de simplification, notamment la commission qu'anime Thierry Mandon. Ensuite, bien évidemment, agir sur l'investissement et la stratégie industrielle avec notamment les plans industriels d'avenir. Le financement d'économie, c'est une question aussi importante puisqu'il y a eu la création de la Banque publique d'investissement. Et puis enfin, la question des coûts de production. Et là, c'est vrai qu'il y a une action qui va être menée sur le coût du travail, comme cela a été fait avec le crédit d'impôt compétitivité emploi. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont concernés par différentes actions.
Alors, il y a une information qui va sortir dans le Canard enchaîné demain. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vous donne cette information. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Que ce tournant opéré par François Hollande a été fait sous la pression des agences de notation. Non, moi je ne le pense pas, puisque dès le rapport gallois, il y avait dans ce rapport, pour ceux qui l'ont lu justement jusqu'au bout, des éléments liés au coût de production, et notamment aux distorsions qui existent du point de vue de la compétitivité entre les différents États européens notamment. Et je crois qu'agir sur le coût du travail, c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est pourquoi en fait cet élément d'action ne peut pas résumer l'ensemble de la politique économique. C'est un des axes, mais il y en a d'autres. Et je crois que cela ne se fait pas non pas par rapport à la réponse à des agences de notation, puisque justement, nous défendons la souveraineté nationale de notre pays. Et pour cela, il faut réduire nos déficits. Et je crois que ça va de pair. Et c'est lié justement à la défense de la souveraineté de notre nation. Jean-Paul Betbez, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un tournant dans le quinquennat et surtout d'un changement d'attitude du gouvernement vis-à-vis des patrons? Un tournant, je le crois. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a eu une première évolution du président de la République qui était plutôt sur sa ligne électorale, sur la ligne sur laquelle il était élu. Et puis ensuite, il y a l'idée quand même que la crise est plus compliquée. Il l'a dit lui-même, plus lente, plus difficile à résoudre. Ça n'est pas une surprise, mais c'est évidemment plus difficile à gérer. Et devant nous, on a 1% de croissance l'année prochaine, l'année d'après. Donc devant nous, on a quelque chose qui n'est pour aucun pays européen époumonnant. Donc c'est vraiment difficile, compliqué. La deuxième chose qui se passe, c'est que les taux d'intérêt dans le monde sont en train de monter. La troisième chose qui se passe, c'est que l'Allemagne est en train de sortir d'affaires encore mieux. Et la quatrième chose, c'est que les pays qui ont souffert, l'Espagne, l'Italie, etc., sont en train également de sortir. Donc, la question est, Français, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez effectivement l'Allemagne qui va mieux encore et les autres qui ont souffert, qui se sont ajustés. Bon Dieu de bon Dieu, faites quelque chose, c'est maintenant où ça sera vraiment, vraiment très difficile. Je vous vois faire un bond sur votre chaise, Benjamin Corrière. Je sais que vous faites un bond quand Jean-Paul Betbez dit que l'Espagne, ça va un peu mieux, que l'Italie, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres quand même à la pluie. L'Espagne, il y a quand même une inversion aujourd'hui de la courbe du chômage. Au Royaume-Uni, il y a eu des réformes structurelles qui ont été faites. Le Royaume-Uni s'en sort mieux. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes déçu par ce tournant dans le quinquennat de François Hollande? Le problème, ce n'est pas un problème de déception. Parce que... si ça avait... Parce que par exemple, à l'aile gauche du Parti Socialiste, il y a quand même une grande déception. Non, ce n'est pas un problème de déception. Si vous voulez, il y a deux questions. Il y a ce sur quoi le président a été élu. Il a été élu sur « Mon ennemi, c'est la finance »,« Je ne toucherai pas à la TVA » et « Je ne signerai pas le pacte de stabilité ». Mais il a fait les deux. Il a fait le contraire des trois. Bien. Donc, et je ne parle pas de l'imposition à 75%, etc. Bien. Donc, il y avait, une politique sur laquelle il a été élu. Bon. Et progressivement, et là c'est le dernier acte, il fait à peu près le contraire. Bien. Alors, pourquoi pas, moi je veux dire... ça pose un gros problème par rapport aux électeurs. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette politique, c'est ça le point qui est important. C'est ça qu'il faut discuter aujourd'hui. Est-ce qu'elle a une chance d'être efficace ou est-ce qu'elle va aggraver les choses? C'est ça, la vraie question. Et vous pensez qu'elle va aggraver les choses? Oui, elle va aggraver les choses et je vais vous dire pourquoi. Quand j'entends dire que la Grèce, parce qu'elle a 500 ou 600 millions d'excédents primaires, ça veut dire que son budget, moins paiement de la dette, est redevenu positif, mais qu'elle a 27% de chômage, 60% de chômage des jeunes, va mieux, est en train de sortir de l'ornière, excusez-moi, je pense qu'on est dans une situation désastreuse. Même chose pour l'Espagne. Alors, faudra-t-il, dans le cas de la France, pour rétablir un peu les comptes extérieurs, avoir ces niveaux de chômage? J'espère que non. Donc, si vous voulez... l'argument de Betbez disant tous les autres font des choses et ça va mieux. Non, tous les autres font des choses et il y a un indicateur tout à fait secondaire qui est un peu mieux, mais on a écrasé la société, on l'a détruite, on l'a disloquée. Alors, c'est pas le cas de la France, c'est pas le cas de la France. Mais cette orientation-là
n'est pas la bonne, n'est clairement pas la bonne. En plus, oui, mais là, vous parlez d'autre chose, parce que là, vous parlez finalement des réformes structurelles qui ont été imposées par Bruxelles. Moi, je voudrais qu'on reste sur les entreprises, parce que là, ça n'a pas été imposé par Bruxelles. Alors, je vais dire c'est un le mot. président Hollande Oui. qui propose ça. C'est quand même... Voilà, là, on part sur deux débats différents. On part sur le débat européen. Moi, je voudrais qu'on reste sur les entreprises. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Beaucoup de chefs d'entreprise se sont plaints de ces charges qui sont trop lourdes, que ça ne leur permette pas, justement, d'embaucher des gens. Aujourd'hui, François Hollande dit, moi, j'allège les charges, mais en contrepartie, je veux de l'embauche. Est-ce que c'est une bonne solution? Alors, sur ce point très précis, et je vais dans le sens de ce qui a été dit précédemment, les entreprises sont une composante essentielle de l'économie, une composante essentielle de la société, et il faut qu'elles aillent bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. La question est, qu'est-ce qui fait qu'elles vont bien et qu'elles vont aller mieux? Parce que là, elles ne vont pas bien, en tout cas pour une partie d'entre elles. Est-ce que c'est des abaissements de charges qui vont coûter extrêmement cher? 35 milliards de transferts de charges faits sur des coupures budgétaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est beaucoup pour les coupures budgétaires et c'est finalement assez peu en termes d'abaissement des coûts pour les entreprises. Donc si vous voulez, je trouve que c'est disproportionné le bénéfice qui va être tiré par rapport au coût. Ensuite, et puis je laisse la parole à d'autres, ensuite, faire que les entreprises aillent bien, c'est pas seulement un problème de coût du travail. C'est aussi, de toute évidence, un problème de montée en qualité, un problème de demande, un problème de faire en sorte que les entreprises Mais donc, soient... si elles ont moins de charges, si elles payent moins de charges, peut-être que certaines vont embaucher, mais peut-être que certaines vont réinvestir aussi justement cet argent pour monter en qualité. Si l'économie reste atone et si on continue dans la récession dans laquelle on est, il ne se passera rien. Alors, pas de ce point de récession, vue. puisque le FMI prévoit quasiment 1% de croissance. Mais le FMI Jacob prévoyait 4% de croissance pour la Grèce, elle a fait moins 4. Jacob Essler, moi je voudrais savoir, les entreprises, vous par exemple, vous allez donner quelle contrepartie? Nous, on donne une contrepartie, c'est qu'on embauche. Donc, on a été 2 personnes en 2010, on est 16 bientôt en février, donc on embauche. Enfin bon, si j'ai compris, vous n'êtes pas le bon exemple. Quoi. Par contre, la vraie problématique, elle est l'embauche, mais elle est l'investissement et l'innovation. Voilà. Le vrai problème des entreprises françaises, c'est ce que Louis Gallois, dans son rapport, je trouve, avait assez bien décrit, c'est que quand vous avez un déficit d'innovation, vous ne pouvez pas avoir des prix élevés. Si vous n'avez pas des prix élevés, vous n'avez pas des marges. Si vous n'avez pas de marge, vous n'avez pas de gains. Vous ne pouvez pas réinvestir. Vous êtes dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il faut le casser. La problématique, c'est évidemment, les charges sont une composante lourde là-dedans, mais c'est nécessaire, mais je dirais loin d'être suffisant. Qu'est-ce qu'il faudra en plus? C'est la transformation des processus de production, c'est l'adoption de techniques, c'est l'internationalisation plus agressive des entreprises. C'est quand elles sont petites, elles ne pouvaient pas être en Chine et au Brésil, mais c'est ça qu'il faudrait être, etc., etc. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est baisser les charges, oui, mais alors peut-être pas demander nécessairement en contrepartie de l'emploi, mais dire vous gardez l'argent des entreprises, je fais simple, et vous réinvestissez dans l'innovation, dans la technologie pour vous perfectionner. Oui, c'est ça. Qui du coup crée des emplois, puisque c'est ce genre d'emploi de qualification élevée. Laurent Grand-Guillaume, il faut des contreparties. C'est des contreparties justement en matière d'emploi. Est-ce qu'il faut systématiquement des contreparties en matière d'emploi, ou est-ce que justement l'argent qui est gagné sur la baisse des charges peut servir justement à être réinvesti dans les technologies, l'innovation? Ce qu'il faut, c'est que les entreprises s'inscrivent dans un parcours de croissance. Et ce parcours de croissance, il repose bien évidemment sur l'emploi, contrepartie emploi, sur l'investissement. Et je crois qu'une des problématiques dans notre pays aussi, on en a parlé, c'est la qualité, l'innovation et le lien entre la recherche et justement l'innovation et la production. Parce qu'il y a un problème de transformation entre l'un et l'autre. Et souvent, la recherche, grâce au crédit impôt recherche, se fait en France, sauf que la production se fait ailleurs. Et donc là, il y a un vrai problème qui est posé. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut des contreparties, parce qu'en même temps, il va y avoir un effort important en matière de baisse des dépenses publiques. C'est 30 milliards en tout, 20 milliards le CICE et 10 milliards pour le baisse des charges. Et la simplification conduira à faire des économies. Ouais. Et je crois qu'on est arrivé aujourd'hui aussi à avoir des dépenses publiques qui ne sont pas toujours efficaces. Et je crois que tout le monde en convient. Ce qu'il faut, c'est que des services publics de qualité, bien évidemment, efficients sur tous les territoires, mais en même temps, il faut réduire cette dépense publique
en contrepartie, faire des efforts pour nos entreprises, pour qu'elles créent de l'emploi. Et aujourd'hui, si on regarde la situation des jeunes dans notre pays, la courbe du chômage des jeunes s'inverse parce qu'il y a aussi un effort qui est fait à travers les emplois d'avenir et les contrats de génération, qui sont parfois critiqués, mais pourtant, il faut bien faire quelque chose. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'on mette toutes les initiatives, justement, en œuvre pour gagner cette bataille pour l'emploi. Est-ce qu'il faut contraindre les entreprises dans ces contreparties, clairement, concrètement? Aujourd'hui, les syndicats demandent que ces contreparties, qu'on contraigne les entreprises. Est-ce qu'on peut les contraindre à des résultats, soit dans le réinvestissement, en effet, concernant l'innovation, la technologie, ou dans la création d'emplois? C'est le donnant-donnant, et c'est l'objet du dialogue social qui doit se mettre en œuvre avec les syndicats. Comment les contraindre? Il peut y avoir d'abord un dialogue par les branches. Je pense que ça peut être aussi efficace. Mais en même temps, on ne peut pas avoir à la fois justement un effort qui est fait par l'État et en même temps ne pas avoir de contrepartie. D'ailleurs, moi, ce que je propose aussi, c'est que si nous voulons baisser la fiscalité sur les entreprises, aujourd'hui, il y a 110 milliards d'aides publiques aux entreprises, 6 000 aides différentes. Est-ce que quelqu'un peut me prouver que chaque aide parmi ces 6 000 aides est efficace? Baissons ces aides publiques et à ce compte-là, baissons aussi la fiscalité. Donc des marges de manœuvre, il y en a. Mais après, il faut faire les efforts et il faut que chacun s'engage. Parce qu'on est tous liés, je crois, aujourd'hui, à travers les difficultés que rencontre notre pays et en particulier les Françaises et les Français. Donc il faut réussir à trouver des compromis. Jean-Paul Belbès, est-ce qu'on peut contraindre les entreprises? Est-ce qu'on y parviendra? Réponse, évidemment non. Bien sûr. Parce que si vous essayez de les contraindre ici, elles iront ailleurs. La deuxième chose, ce que disait le député est parfaitement vrai. On a en fait ouvert une espèce de grand travail sur les aides d'un côté, les subventions de l'autre. Et effectivement, la France est une sorte de maquis incompréhensible pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour les gens qui veulent fonctionner. Donc il faut qu'il y ait un travail de simplification et de discussion. Ce dont on crève, c'est le fait qu'on ne discute pas dans l'entreprise. La deuxième chose, monsieur le député, c'est qu'une fois que vous aurez traité, et en même temps que vous devez traiter le pacte privé, vous devez nécessairement traiter le pacte public. Parce que vous dites, on dit, il va y avoir des économies, etc. Elles ne sont pas faites. Et ces économies, c'est des gens. En réalité, c'est toujours du coût du travail. C'est des coûts du travail dans le privé et c'est un nombre de gens dans le public. Et donc, vous voyez bien qu'en réalité, le fameux pacte, en réalité, c'est un bipacte, si vous me permettez, un pacte privé à faire et un pacte public à ouvrir. Oui. Pas facile. Bonne chance. Bonne chance. On va en parler dans la seconde partie de notre débat, parce que si je vous ai bien compris, Jean-Paul Belbès, oui, en effet, ça va encore un trou dans les dépenses publiques, 30 milliards d'euros, donc il va, encore un trou dans le... ça va encore agrandir le déficit, donc il va falloir... Où allons-nous trouver l'argent? Je suis très à l'aise, parce que ça correspondait à mon bouquin, du style, ça va avoir lieu. Ce qui se passe aujourd'hui avec M. Hollande, c'était, d'après moi, prévisible dans la stratégie du Parti socialiste qui devait transformer le pays à sa manière. Et donc, moi, j'attends qu'il le fabrique. Je lui fais plutôt confiance. Simplement, il aura du boulot. Voilà, on fait une petite pause. On reprend notre débat dans la seconde partie. D'abord, le rappel des titres.